c'était acté. J'allais faire pâtissier et je sais pas comment j'allais faire, je sais pas quel chemin je devais prendre, mais je voulais faire partie du sommet. Ce qui est génial, c'est d'avoir un rêve et se donner tous les moyens du monde, en partant de rien d'ailleurs, pour y accéder. Parce que à chaque fois que tu accèdes à une étape de ta vie, financière ou autre, eh bien, tu prends un plaisir monstre. Il faut aller un peu dans le mur pour comprendre ce qu'il faut vraiment faire. C'est comme quand tu fais un gâteau, faut pas avoir peur, je le dis tous les jours, de faire une merde. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Et une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Tu vas pas faire le gâteau le meilleur du monde et le plus parfait, là, comme ça, one shot. Il va falloir que tu tâtes, il va falloir que tu... Et c'est un apprentissage nécessaire. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Pour cet épisode de rentrée, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le parcours incroyable de Christophe Michalak. Suite à la diffusion de l'épisode avec Camille, la grande gagnante du meilleur pâtissier 2019, j'ai mentionné sur Instagram Christophe et il m'a remercié pour cette mention. Je me revois encore dans mon lit, sidérée. Mais comme j'ai à cœur de vous présenter des personnes qui vont vraiment résonner avec le thème « Pourquoi pas moi ?», je me suis laissé le temps de faire une petite enquête avant de lui proposer de l'interviewer. Comme vous pouvez vous en douter, après 1 minute, il n'y avait plus aucun doute. Je me suis donc lancée et pour mon plus grand bonheur, il m'a dit oui. Avant de vous parler un peu plus de Christophe, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Mettez sur pause et laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire ou abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aidera énormément. On enlève la pause et revenons-en à Christophe. Alors qu'à 14 ans, il fait son premier gâteau, c'est à 16 ans qu'il a eu sa révélation. Il a travaillé dur, très dur, pour arriver au sommet et devenir champion du monde de la pâtisserie à 32 ans. Il enchaîne les places dans les plus grandes maisons, puis monte son entreprise 10 ans plus tard. La petite voix de Christophe, c'est la pâtisserie. Il met donc toute son énergie à la promouvoir et à la démocratiser, grâce à des livres, mais aussi grâce à des émissions de télévision. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christophe Michalak. Bonjour Christophe. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Bien sûr, c'est difficile déjà un objet, mais tu m'as dit que je pouvais choisir un livre. Alors, j'ai lu énormément de choses, je suis fan de cinéma, je pourrais pu te donner beaucoup d'indices, mais je vais rester sur un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Open, qui est la biographie d'André Agassi, un mec que j'aime beaucoup, un des meilleurs tennisman de sa génération, mais qui a surtout bénéficié de sa carrière et qui a réussi à faire on va dire de son argent quelque chose pour aider les autres. Voilà, et j'aime bien cette vision. Ouais, c'est un beau symbole. Ouais. Avant qu'on commence de parler de toi aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait connaître le petit Christophe, donc savoir où est-ce que tu es né ? Alors brièvement, je suis né à Senlis, dans l'Oise, à 100 km de Paris à peu près, 60 km, je ne me rappelle plus. Voilà, ma maman était aide-soignante, ouais. J'ai été élevé seul par ma maman. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, ouais. on a rencontré mon père biologique. Bon, là, c'était une mauvaise passe, en tout cas. Et de 7 ans à 15 ans, on a vécu avec lui. Donc là, j'ai pas des très grands souvenirs. Et ça doit être spécial de rencontrer son papa à 7 ans. Et... Oui. Après, moi, j'ai pas fait de thérapie là-dessus, loin de là, mais je me suis construit tout seul. Donc, j'ai pas de soucis. Mais en tout cas, j'avais un père biologique, entre guillemets, qui était pas très sympathique. Donc, je fais abstraction de tout ça. Mais par contre, ce qui m'a vraiment nourri dans ma vie, c'est ma maman. Ouais. Qui est vraiment une femme merveilleusement gentille et bonne. D'ailleurs, mon fils pourra le dire 25 000 fois. Mon fils de 6 ans, voilà, c'est sa nonna, c'est sa grand-mère en italien. Elle est extraordinaire et il l'adore. Pourquoi un nom en italien ? Parce que mon grand-père est italien. D'accord. Voilà, ma grand-mère est normande et ma maman est la 3e de 10 enfants. Waouh. Voilà, une famille nombreuse. Et voilà, et je pense que ma maman m'a montré tous les codes, en fait, tout simplement. Si tu veux quelque chose dans la vie, eh bien, tu travailles. Il y a que toi qui va changer les choses. Et j'ai toujours acté ça en moi.
c'est naturel. Voilà, je me pose pas de questions, j'avance. Elle faisait quoi, ta maman, comme travail? Elle était aide-soignante. Ok. Elle faisait des ménages aussi, aide-soignante la nuit, service de nuit. Et le jour, elle faisait beaucoup de ménages pour arrondir ses fins de mois et me payer des jolies trousses et des jolis crayons pour aller à l'école. Et en fait, tout ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Alors, j'ai jamais manqué d'amour, même d'argent d'ailleurs, hein, parce que on avait peu de choses, mais ce que j'avais me satisfaisait. Mais ce côté, et puis mes oncles et tantes aussi, qui sont issus d'une famille très modeste, m'ont toujours inculqué les vraies valeurs de la vie. Je leur dois énormément. J'en parle souvent parce que j'ai été baigné dans beaucoup d'amour, même si j'avais des manques. Cet amour m'a profondément comblé. Et puis ils m'ont montré je sais pas, pas le geste vrai, mais ce qu'il fallait être, en tout cas. La pureté du cœur. Ouais, vraiment. J'en ai pris la direction et j'en suis super content. Et t'étais quel type des petits garçons, du coup? J'étais très gourmand. Bizarre, non? J'étais très gourmand. Ça, c'est plus ma mère qui pourrait en parler. Alors, ma mère elle dirait que j'étais parfait, gna gna gna, comme toutes les mamans, voilà. Non, je pense que j'étais un peu colérique. Hein. J'ai des souvenirs, j'avais quand même un petit caractère, mais j'étais une bonne patte, voilà. Et tes passions? Quand j'étais tout petit, jusqu'à quel âge? Comme tu veux. Écoute, alors moi j'ai toujours été passionné par la BD. Alors maintenant on voit les films Marvel, on en rigole, mais moi à mon époque c'était que des bandes dessinées et très peu de gamins de mon âge lisaient des Marvel, très très peu. Et moi je me suis passionné totalement par les Marvel, mais après bien évidemment Astérix, Tintin et compagnie. Et je me suis toujours passionné par cette lecture. Et j'aimais beaucoup, alors plus adolescent, j'aimais beaucoup peindre, sculpter, dessiner, toucher la matière. J'ai pas pris de cours, mais je réalisais tous mes Marvel en dessin. Voilà, l'anatomie du corps humain en dessin, j'ai toujours aimé ça. D'accord. Et j'ai toujours été attiré par ce côté artistique en fait des beaux-arts en général. Et du coup, au moment où s'est posé la question de qu'est-ce que tu allais faire, et quand t'es déjà avant de parler de ça, quand tu étais petit, ton rêve de gosse, tu te disais quand je serai grand, qu'est-ce que je serais? Quand je serais grand, je serais Spider-Man quand j'avais 5-6 ans. Après, je pense qu'on veut tous être pompiers, policiers. Après, j'ai pas eu de rêve précis. Parce qu'encore une fois, j'ai eu beaucoup d'amour et je pense que c'est cet équilibre en fait qui m'a nourri et voilà, j'avais pas besoin forcément, je rêvais pas de devenir une rockstar, etc. Ça c'est plus adolescent, où tu veux briller auprès des filles et tu te dis tiens quand même. Mais voilà, la chanson c'est pas mon truc. Mais j'ai toujours aimé. Par contre, c'est vrai, je le dis souvent, je me suis dirigé certainement vers la pâtisserie parce que j'aimais faire des gâteaux déjà pour moi parce que j'étais très gourmand, mais surtout pour ma maman pour lui faire plaisir. Et puis après pour les copines de ma maman, je sais pas, c'est un acte un peu d'amour faire des gâteaux pour les gens. Et ça m'a beaucoup plu. Et à partir de quand t'as commencé à pâtisser? Très tard, hein. J'ai dû faire mon premier gâteau yaourt à 14-15 ans. Il faut savoir que ma maman, elle travaillait beaucoup, donc nous, on se nourrissait à la maison de raviolis en conserve, de purée déshydratée. Enfin, c'était n'importe quoi. Hein. Moi, la seule rhubarbe que j'ai connue jusqu'à l'âge de 18 ans, c'était la rhubarbe. Je vais pas citer de marque, mais tu sais, en conserve. Même les haricots verts, des frais, j'en avais jamais vu. Donc, c'est pas du tout une culture. On était gourmands chez moi, de ma famille, mais on n'était pas gourmets. Donc, il y a eu du travail pour en arriver là. Et à partir de quand tu t'es dit bah tiens, la pâtisserie c'est un truc qui me plaît, parce que je crois que au début tu voulais faire un CAP cuisinier et pas pâtissier. Ouais, alors c'est assez large parce qu'en fait il faut savoir que quand j'ai rencontré mon père biologique, on a déménagé beaucoup, donc on a quitté la Picardie pour la Vendée, on est descendu un peu sur Bordeaux et compagnie. Donc en fait pendant c'est simple, de 7 ans à 14 ans, on déménageait quasiment tous les ans, voire 2 fois par an. Du coup, CM2 et 5e, très difficile. Mais en fait, ça m'a forgé, moi. Maintenant, pour moi, ça n'a pas été un souci. Mais je pense qu'à l'époque, oui, ça l'a été, mais je l'ai masqué et c'est, enfin voilà, ce combat, parce que quand tu rentres dans un nouvel établissement et que tu connais personne, automatiquement on vient de casser un peu les bonbons et si tu veux, le mec qui venait me casser les bonbons, il était pas déçu en général. Mais voilà, je me suis forgé avec tout ça, ça m'a fait du bien et donc vers l'âge de 14 ans, j'ai tout de suite su que j'étais pas fait pour les grandes études parce que c'était difficile de se réadapter à une région, à un collège, à de nouveaux amis. Surtout que t'es fils unique. En plus, ouais. J'ai plusieurs demi-frères. D'accord.
que je connais pas tous, hein, parce que mon père est un peu bizarre, mais par contre j'ai une seule maman et je suis fils unique de ce côté-là. D'accord. Et je sais, j'ai fait une classe particulière juste après la troisième pour déceler qu'est-ce que je voudrais vraiment faire. Donc je sais plus comment ça s'appelait cette classe d'ailleurs, CPA, pré-apprentissage, je me rappelle plus, où j'ai touché à tout, Génial. électricité, électronique, peintre. Alors, en bâtiment, hein, pas peintre dans les beaux-arts. J'ai touché à tout. Et c'est vrai que j'étais très à l'aise dans la pâtisserie. Alors c'était dur ce qu'il fallait se lever, c'est plus boulangerie, on se levait à 3h du mat. Bon, quand t'as 14 ans, ça pique un peu. Mais j'aimais ça, quoi. Ouais. C'était super, c'était génial. Mais pour moi, c'était pas un métier, donc j'ai décidé de devenir cuisinier. Pourquoi c'était pas un métier? Bah, tu sais, boulanger, moi, je sais pas, c'était pas une, je sais pas. À l'époque, On n'en montrait pas une belle image, en tout cas. Alors, je te parle de ça, je suis à l'époque, hein, quand j'ai fait ces stages, j'étais à la Bruffière, petit bled de 2000 habitants, il doit y avoir 2500 habitants 20 ans plus tard, en Vendée. Donc, toi, c'était vraiment, il y avait 3 boulangeries quand même dans le petit bled à 2000 habitants. Et voilà, bref, j'ai acté pour la cuisine et je suis tombé sur une sorte de tortionnaire. Ouais. Je suis resté, je crois que j'ai fait un stage de 3 jours en fait pour savoir s'ils voulaient me prendre. Et vraiment, j'ai vécu 3 jours terribles. J'ai l'impression que je suis resté 3 mois. Et heureusement, il a dit à ma mère qu'il il me sentait pas motivé, etc. Et en fait, il m'a rendu service, ce garçon. Et j'ai dit à ma maman, parce que je voulais, moi, j'étais intimement convaincu que la cuisine non, mais la pâtisserie oui. Ouais. Par contre, dans ma tête, c'était acté. J'allais faire pâtissier et je sais pas comment j'allais faire. Je sais pas quel chemin je devais prendre, mais je voulais faire partie du sommet. C'était ta petite voix à la pâtisserie. Ouais, exactement. Et comment elle a réagi ta maman quand tu lui as dit je vais être pâtissier? Ah, ma mère, tout ce que je décide, c'est bien. Ouais. C'est nickel. Et c'est super, hein, franchement, avoir une maman comme ça. Et d'ailleurs, même maintenant, tu dis à ma mère, tiens, et si on avait mangé tibétain aujourd'hui? Oh, ok, d'accord. Elle est partante pour tout. Ouais. Et justement, je pense que c'est vraiment l'amour du moment ou d'un papa qui nous pousse. Moi, ma mère, en fait, elle s'est démenée pour trouver des patrons d'apprentissage. C'était assez difficile à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais il n'y avait que dalle. Ouais. On parle d'un temps où il y avait limite l'électricité. C'est un truc de fou. Et le courant et la télé. Et ouais, voilà. Nous, on vivait dans un petit studio avec ma mère. Donc, c'était vraiment, on n'avait pas grand-chose. Ouais. Je me suis accroché. J'ai trouvé des stages. Ouais. Et je vais te dire, je raconte souvent cette histoire. Donc, et chez ce patron d'apprentissage qui était vraiment certainement la pâtisserie la plus pourrie de la ville de Cholet. Donc, je passais de 2000 habitants à Cholet, 60 000 habitants. Donc là, déjà, j'étais Superman qui sortait de Smallville. J'ai un souvenir qu'il y avait la tête d'un bonhomme d'un jeune garçon, d'un jeune apprenti avec le diplôme du meilleur apprenti de la région, voilà, comme quoi il avait participé au meilleur apprenti de la région, blablabla, je me rappelle plus laquelle d'ailleurs, Maine-et-Loire, je crois. Et il me disait, tous les apprentis que j'ai eus, c'est tous des merdes. Le seul qui est important à mes yeux, c'est lui, parce que lui, il a fait le concours, gna gna gna. C'est chouette comme management. Et depuis ce jour-là, il a même pas fini sa phrase, que mon objectif, tous les jours, c'était de défoncer le mec qui était en photo devant moi, et c'était de prouver à mon maître d'apprentissage qui m'a rien appris que c'est moi qui allais sortir du bordel, et c'est de moi qui allait se souvenir toute sa vie. Je ne sais pas d'où ça me vient tout ça, mais ça m'est venu en tout cas, et ça ne m'a pas. C'est une sorte de feu intérieur qui, 46 ans actuellement, dans quelques années plus tard, me nourrit toujours autant. T'imagines, j'ai quasiment 16 ans, donc c'est 30 ans plus tard, j'ai toujours la même niaque. Et je pense que même sur le lit de ma mort, j'aurai cette putain de niaque qui me fera avancer, qui me donne envie de me battre. Et quelque part, c'est génial. Je suis ravi d'avoir ça. C'est pas facile pour tout le monde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que c'est un peu fatigant du coup pour ton entourage. Certainement, et je le conçois, et je fais très attention à tout ça. Mais j'adore ça, j'adore ça. J'adore, et tout dans mon parcours, quand je suis parti très jeune à Londres, j'avais à peine 18 ans. Ouais. On gagnait rien à l'époque. J'étais dans un hôtel, j'étais logé dans une maison du personnel. C'était un truc, mais c'était horrible ce que j'ai vécu. Je pleurais toutes les semaines parce que je téléphonais à ma maman tous les dimanches. Donc on faisait la queue leu pour avoir le téléphone. Ça coûtait une fortune à l'époque. Ça coûtait une fortune, exactement. Et j'ai pleuré pourtant je pleure très très rarement, ma femme pourra te le dire. Mais quand je pleure, j'en ai pour 3 heures. Tu vois, c'est très très rare. Hein. Mais je pleurais tous les soirs, enfin tous les dimanches au téléphone parce que c'était rude, parce que on me faisait pas de cadeaux, parce que il fallait parler anglais, mais en même temps ça me plaisait. Ouais. Ça me plaisait. Tu sais que t'étais à ta place, mais il a fallu bosser, hein, ça n'a pas été. Maintenant ça me paraît évident, mais c'est des heures de travail. C'est pour ça que chaque métier manuel est fabuleux, parce que
c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut travailler. Ne crois pas que c'est inné. Ne crois pas que tu as un talent. Il y a certaines personnes qui ont un talent. Des grands sportifs ont un talent, mais ils le travaillent tous les jours. Toi, tu considères que t'as pas eu de talent, c'est que du travail? C'est que du travail, je pense, ouais. Ce qui m'a aidé, c'est que j'étais très gourmand et je suis très curieux. Et je veux dépasser mes limites sans arrêt et je suis compétitif. Donc voilà, ça, je pense que tout ça, ça m'a aidé. Parce que voilà, dès que j'arrivais dans une entreprise et qu'on me disait, bah tiens, lui, c'est le meilleur pâtissier de l'entreprise, il fallait que je me le défonce, le mec. C'était plus fort que moi, gentiment, hein. Mais dans ma tête, il fallait qu'on se dise, imaginons le jeune homme là, il s'appelle Pascal, il est bon Pascal. Mais finalement, le petit Michalak, j'ai l'impression qu'il est mieux. Voilà, c'était important pour moi. De ressurgir, d'être... Voilà, mais surtout pas pour écraser la personne en face, surtout pas. Jamais de la vie, mais... tu avais besoin d'être au top, mais pas, en effet, pas défoncer les autres. C'est juste. C'est un travail personnel. Tu sais, moi, j'étais fan de Rocky Balboa. Quand j'ai eu une adolescence un peu difficile, je me suis plongé dans le cinéma et j'adorais le rôle de Stallone dans Rocky, justement, qui est un loser total. Mais le mec, il se bat, il travaille et il arrive au bout de ses rêves. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Il faut juste bosser, il faut être un enragé, il faut arrêter de pleurer. Il y a pas ci, il y a pas ça. Moi, je me dis, si j'y arrive pas, j'ai pas bien réfléchi. Et puis pas s'éparpiller aussi. Je pense que c'est un vrai sujet. Tu sais où tu as envie d'aller et du coup, tu te défonces pour arriver à cet endroit-là, quoi. Je pense que la priorité, c'est d'être passionné. Parce que, comme disait, je ne sais, Nietzsche, je crois, je ne me rappelle plus, choisis bien ton métier, ne te permettra de ne jamais travailler un seul jour de ta vie. C'est exactement ça. Quand tu as choisi ta voie, tout est simple. C'est ce que tous mes invités me disent, c'est qu'en fait, ils ont plus l'impression de travailler, en fait. Et... Complètement, c'est une joie permanente. Moi, faire des gâteaux, penser... Alors, après, maintenant, je suis devenu chef d'entreprise, donc c'est autre chose. Mais toujours avoir cette réflexion de dire, OK, où est-ce qu'on est demain? Où est-ce que j'emporte tous mes employés, mes collaborateurs? Qu'est-ce que je vais choisir? Je suis un peu la locomotive, de tout ça. Et j'ai pas le droit de me planter, donc moi je me fouette tous les soirs, je me fouette dans ma tête, tout le temps. Et aujourd'hui, tu fais encore des gâteaux? Tout le temps. Tout le temps. C'est marrant, ça revient. Tu sais, après il y a un truc. Moi, j'ai fait un peu de télé, etc. Les gens ont une image de toi via l'écran. En fait, moi, j'ai toujours été le même. Je suis passionné. Et j'ai toujours les mains dans le cambouis et je fais tous mes gâteaux. Il n'y a pas un gâteau qui sort chez moi qui ne soit fait par quelqu'un d'autre ou qui n'a été fait, réalisé par quelqu'un d'autre. Ça sort de ma tête, c'est dessiné et je vais le mettre au point avec mes équipes. Et c'est moi qui vais avoir le final cut, entre guillemets, pour dire, OK, on le lance pas. Mais les gâteaux, c'est ma vie. Et je cuisine aussi énormément. J'adore ça. Et du coup, c'est quoi ton dessert et ton plat préféré? Alors, c'est une question difficile parce que ça dépend de ton humeur, ça dépend de la saison, ça dépend de plein de choses. J'allais te dire, un truc tout bête, ma Madeleine de Proust, c'est le flan, un très bon flan. C'est super, un bon flan, c'est nourrissant, c'est génial. Un Paris-Brest aussi, tu vois. Alors, tout dépend. Après, c'était quoi la deuxième question? C'était le plat. Et le plat, c'est pareil. Alors, en vieillissant, moi, j'adore les légumes. Je ne mange plus de viande ou très peu. Le poisson, ça me fait trop penser à tous mes régimes quand j'étais môme et tout. Donc, parce que quand j'ai passé un cap. Quand t'étais petit, t'étais pas. J'étais bouboule. On m'appelait bouboule. Et en fait, maintenant, j'ai une passion pour le légume depuis quelques années. Et c'est vrai que je travaille le légume. Et ma femme, en plus, est ravie parce qu'elle ne mange aussi que ça. Et j'adore. Et j'adore composer. Moi, en fait, ma pâtisserie ou ma cuisine, j'aime la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si tu me dis, je vais chez des amis, j'ouvre le frigo, et puis ça me fait plaisir. Je dis, ça vous dit, dans 30 minutes, on passe à table, faites-moi confiance, on fait un truc. Et je pars, mais alors sans savoir ce que je vais faire. Mais alors, heureusement, en 46 ans passés, j'arrive à composer très rapidement en sachant qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, etc. Et la vraie vie de tous les jours, c'est de faire un truc canon en moins de 20 ou 30 minutes, tu vois. Oui, c'est clair. Et que la vie des réseaux sociaux qui m'insupporte de plus en plus, c'est la fausse vie que tu te crées. C'est-à-dire que tu fais un super gâteau, mais t'as mis la journée à la faire et t'as mis 3 heures à prendre une photo. Ça me rend fou. Ça me rend fou parce qu'en fait, on perd le côté artisan du pâtissier qui, pour devenir un très bon pâtissier et communiquer sur ton travail, déjà, il faut devenir un bon ouvrier. Il faut maîtriser tout de A à Z. Il faut savoir travailler correctement, proprement, maîtriser la matière première, le goût, les saveurs, la technique, avant de te faire plaisir et de faire quelque chose de joli, faire une photo et te créer une vie. Donc voilà.
Le truc est lancé. C'est posé. Il y en a qui se reconnaîtront. Et à partir de donc là, du coup, tu commences au Hilton. Après, tu as ton premier poste à Nice. Donc là, mine de rien, tu continues à bouger. Même là, c'est plus tes parents qui déménagent, mais c'est toi qui. Ah bah oui. Ah bah moi, à 17 ans, à 16 ans, j'étais donc à l'école, mais je logeais toute la semaine à l'école, donc et je travaillais. Avant, ma mère n'habite pas à Cholet, donc en fait, dès 16 ans, j'étais déjà autonome. Ouais. Mais j'aimais ça, hein, j'aimais vraiment ça. Et dès 18 ans, je suis devenu vraiment un vrai bonhomme. Hein, j'avais ma petite carte de crédit et tout. J'étais seul au monde à Londres. C'était pas trop dur d'ailleurs de se retrouver du coup sans maman? Alors, écoute, comme j'étais encore une fois baigné d'amour et de confiance, oui, c'est un peu dur, mais voilà, je voulais surtout prouver, je pense, que je pouvais devenir quelqu'un et que j'allais pas la décevoir. Ça, c'était très ancré en moi et c'était très sincère. Après, donc, je suis parti à Bruxelles, je suis descendu à Nice, Nice au Negresco à l'époque, et là, c'était assez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde pâtissier qui est un peu une grande famille, tu rencontres des gens. Ouais. C'est ce qu'on appelle un réseau. Et tous ces gens connaissent un copain, un chef pâtissier incroyable, etc. Et moi, tu sais que moi, j'ai jamais été pistonné. C'est-à-dire que chaque année, l'histoire est incroyable. Maintenant, c'est devenu un de mes meilleurs amis. On en rigole, mais j'écrivais, depuis l'âge de 18 ans, j'écrivais à Pierre Armé, qui était donc le chef pâtissier de chez Fauchon, qui était une magnifique maison, qui l'est toujours, mais qui était encore plus dingue il y a plus de 20 ans. Je rêvais de rentrer là-bas parce que les meilleurs pâtissiers sortaient de cette maison. Donc, je lui ai envoyé il avait conservé tous mes CV avec une vingtaine de photos Polaroid à l'époque. Dingue. Je faisais des photos de tous mes gâteaux, etc. Et j'étais enragé. Et j'ai envoyé des courriers. Et je me présentais tous les ans. Et à chaque fois, il me rigolait pas au nez. Il me disait non, moi, je suis désolé, mais il y avait 10 mecs avant moi qui avaient fait des meilleures maisons et qui étaient pistonnés. Donc, tu vois, moi, j'existais pas. Et en revenant du Negresco, donc 2 ans plus tard, où j'étais très aguerri parce que j'avais eu un chef qui était assez fabuleux et qui m'a rien montré. Hein, j'ai dû bosser tout seul pour accéder tout en haut, mais qui était vraiment un mec assez incroyable. Eh bien, je me suis pointé chez Fauchon et j'ai demandé à faire un stage. À l'époque, on pouvait faire un stage d'1 mois, de 2 mois bénévolement. C'était fabuleux, toi. Je demandais rien, je venais et puis je travaillais. Point barre. Et là, il y avait 2 équipes, une équipe du matin et une équipe du soir. Donc 6h du matin, 14h et 14h, 20h. Ben, moi, je faisais 6h du matin, 20h, 21h le soir. Je faisais le maximum de bruit pour qu'on me remarque. Je travaillais un peu plus le soir. Je faisais des pièces en sucre, etc. Et je le mettais un peu en valeur devant le bureau de Pierre pour qu'il passe devant et dit tiens, qui c'est qui a fait ça? Ah, c'est le petit nouveau là-bas. Putain, il en veut le mec, il est là le matin, le soir. 1 mois comme ça, non-stop. Et à la fin du stage, il est venu me voir, il me dit en fait, on va se séparer de quelqu'un qui va pas bien, etc. Enfin, on n'est pas content de lui, et on a peut-être une place à vous proposer. Putain, mais là j'étais chaud, mes patates, j'avais le poil qui se hérissait. Je me dis mais c'est la chance de ma vie, parce que j'ai toujours rêvé d'être à Paris chez Fauchon avec Pierre Armé, et je savais qu'en mettant ce pied dans ce réseau. C'est très prétentieux ce que je veux dire, mais ceux qui me connaissent vont rigoler, mais vont me reconnaître aussi. J'allais bouffer tout le monde. Je savais que voilà, il me fallait ce truc-là, quoi. Avant, je faisais beaucoup de concours. J'étais toujours tout seul dans ma grotte à travailler tout seul, donc je savais qu'en mettant un pied chez Fauchon, je touchais le Graal un petit peu. Voilà. C'était la marche qui allait te faire décoller. Décoller. Ouais. C'est Daniel Bouin qui est une personne que j'ai interviewée, qui est canadien. Et en fait, Daniel, il a écrit un bouquin qui s'appelle Sortie de zone, qui est un peu l'évangéliste des changements de vie au Canada. Il fait beaucoup de conférences au niveau international. Et en fait, Daniel, son rêve, c'était d'aller bosser dans une boîte de prod à Montréal. Il habitait à Québec. Okay. Et en fait, il a essayé de rentrer dans l'endroit où il voulait. Il a essayé. Bon, il a pas réussi à être pris. Résultat, il les a appelés un jour en disant, vous savez quoi, je bosse gratos. Je fais tout ce que les gens veulent pas faire dans votre boîte, je le fais. Et le mec, en fait, a été pris. C'était le producteur de Céline Dion. Enfin bref, c'était un truc énorme. De Maboule, la boîte. Et en fait, comme toi, en fait, il a bossé gratos. Et puis, il a montré qu'il s'est créé mode indispensable. Mais c'est super. Ouais. Il faut aller jusqu'au. Il faut se donner tous les moyens. C'est ça. Je trouve ça génial de se dire, en fait, il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est facile, mais en fait non, mais tu commences pareil. Un ténor que j'ai interviewé, lui, il a commencé à être en coulisses, en figurant, et puis voilà, petit à petit, il s'est fait remarquer, et puis il chantait dans les coulisses, et c'était parti quoi. Et comme j'explique moi, mes jeunes fils, mon beau-fils qui a 16 ans et mon fils qui a 6 ans, j'essaie. Alors celui qui a 6 ans, il comprend pas tout encore, mais on en rigole. Ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est ce qui est génial, c'est d'avoir un rêve. Ouais. Et se donner tous les moyens du monde, en partant de rien d'ailleurs,
pour y accéder. Parce que à chaque fois que tu accèdes à une étape de ta vie, financière ou autre, eh ben, tu prends un plaisir monstre. Et même maintenant, tu vois, avec mon épouse, on a un train de vie plutôt très à l'aise et on est très heureux, etc. On n'en veut pas plus. Nous, on est heureux comme ça. Ouais. Et putain, je souhaite ça à tout le monde, en fait. C'est-à-dire, souvent, alors surtout avec ce qui se passe socialement en ce moment, les gens ont oublié qu'on vit quand même dans un pays magnifique. Alors oui, on peut râler, le débat est ouvert, il y en a pour 3 heures, ok, on n'est pas là pour pleurer, mais on a la chance de vivre dans un pays magnifique. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Londres, donc je peux parler un petit peu de ce qui se passe à côté. Putain, mais on a une chance phénoménale. On n'a pas le droit de pleurer. C'est clair. C'est avec là ce qui s'est passé avec le chômage partiel. Moi, j'aurais dû me séparer de 45 collaborateurs si j'avais pas eu le chômage partiel. Et j'aurais tout perdu. Voilà. Donc, il faut savoir reconnaître ça. Il faut savoir aussi savoir où est-ce que tes propres limites, peuvent t'amener, et savoir aussi ce que ta valeur peut avoir sur le marché, et pas péter les plombs. Et toi, moi j'adore, je joue depuis 6 ans au tennis, je parle souvent de tennis, hein. Ma femme, quand elle va m'écouter, elle me dit mais c'est pas possible que tu as placé le tennis. Bah voilà, moi je joue tous les jours, à chaque fois je vais sur un terrain. Tu joues tous les jours? Mais non, mais je joue au moins minimum 2 fois par semaine. Mais quand je vais sur le terrain, s'il y a Federer en face, mais je vais pour le défoncer, le mec. Et dans ma tête, j'y crois, hein. Alors je me fais totalement je perds plus que je gagne mes matchs en ce moment. Mais dans ma tête, j'y vais, quoi. Et je sais où je peux être, où est mon classement dans le tennis, entre guillemets. Et je sais que j'irai pas beaucoup plus haut. Mais voilà, j'essaie de progresser. Ouais. Je me fais pas de film. Je me dis pas, tiens, pas une vie, moi, si j'avais fait le tennis beaucoup plus tôt, bah, j'aurais pu devenir un vrai champion. Non. Ouais. C'est pas vrai. Ça, c'est la fausse vie. Et à partir de quand tu t'es dit, tiens, je vais candidater pour être meilleur pâtissier au monde? Alors ça, je suis Rainman aussi dans ma tête. En fait, je collectionne toutes les photos de tous les concours, parce qu'il y avait beaucoup de concours, fut un temps, quand j'avais 20 ans, dans les années 80-90, meilleur trans, Coupe du monde de la pâtisserie. Ça, c'était des vrais concours, et c'était pour moi les 2 plus beaux concours à faire dans ce métier, pour être reconnu de ses pairs, hein, parce que si tu faisais pas des concours et si tu gagnais pas, concrètement, t'es un peu une merde, hein. C'est-à-dire qu'on te regardait pas. Maintenant, comme ton patron d'apprentissage, exactement. Ouais. Maintenant, si tu veux, on arrive, alléluia, à exister sans passer par ça. Ouais. D'ailleurs, c'est en voie de disparition, d'ailleurs, parce que il y a plus besoin de se confronter aux meilleurs dans des concours. Parce que maintenant, via les réseaux sociaux, tu fais ta com. Si tu fais des bons gâteaux dans une bonne pâtisserie, c'est les clients qui vont relayer tout ça. Mais il y a 30 ans, c'était pas le cas. Donc, il fallait vraiment beaucoup plus se battre. Et tous les 2 ans, j'allais à la Coupe du Monde. Je prenais plein de photos de toutes les équipes. J'étais chaud patate. Tu y allais, du coup, tu peux te promener dans... Alors, tu peux pas, concrètement, c'est une sorte d'arène, donc tu peux pas aller voir les mecs, mais tu les vois de loin. Et puis je trouvais ça magique, comme tous les concours. Et puis moi, j'adorais les concours parce que je savais que j'avais beaucoup de chemin à faire. J'étais seul, et petit à petit, j'avançais. Et tu étais estimé à cette époque-là quand tu excellais dans l'artistique, dans le sucre tiré, les pièces en glace sculptée, les pièces en chocolat, hyper pointu, quoi. Ouais, alors que maintenant je trouve ça totalement has-been. Mais j'ai passé des nuits, des jours à tirer du sucre sous une lampe, et j'ai adoré ça, faire du ruban 18 couleurs. Finalement, tu faisais un peu tes beaux-arts avec du sucre. Oui, à ma façon, bien sûr, parce qu'on n'est pas des artistes, hein, on est des artisans à la base. Hein. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça, et en fait assez rapidement, hein, je pense que dès que je suis rentré en apprentissage, que j'ai fait le concours du meilleur apprenti, donc on va dire dès l'âge de 16 ans, je me suis d'ailleurs mon premier prof m'avait, quand je l'ai revu récemment, enfin il y a quelques années, m'avait montré une feuille, et en fait il donne une feuille de papier, il te dit quels sont vos rêves. Et moi j'avais mis le mec avec le gros boulard quand même, j'avais mis je veux gagner le meilleur apprenti de France, je veux gagner la Coupe du monde de la pâtisserie, et je veux devenir meilleur ouvrier de France. C'était écrit, acté. J'étais pas là pour jouer aux billes, j'étais là pour taper fort, quoi. Et il s'en est souvenu, et j'ai toujours une très bonne relation avec lui. Ouais. C'est un mec génial. Pas beaucoup qui mettent les 3 trucs. Ouais, alors j'ai pas fait les 3 trucs entre guillemets, mais je pense qu'il faut se bouger les fesses, quoi. Il doit être fier aujourd'hui. Oui, il y a une forme de fierté, puis en plus c'est un mec vraiment gentil, génial. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui m'ont, moi,
tendu la main Ouais. et j'en parle très souvent et c'est très important. Mais après, je pense qu'il y a 90% d'un travail personnel pour se lever le plus tôt que tous les autres, pour finir très tard et pour sacrifier une journée de congé. En général, le dimanche, par exemple, quand j'étais chez Fauchon et travaillais tous les dimanches l'artistique, Ouais. du Du coup, sucre cuit. tu retournais chez Fauchon pour Ouais, bosser. la boutique était fermée, donc j'avais la clé, je revenais, je faisais du sucre, des essais, des machins, des trucs. J'étais au taquet. Et j'adorais ça. Et du coup, le meilleur ouvrier de France, c'est un truc qui te chauffe ou tu dis Alors, plus du tout maintenant, Ouais. parce que je suis devenu chef d'entreprise et puis vraiment, j'ai pas une seconde à moi. En fait, dans l'ordre, moi, j'ai fait la Coupe du Monde parce que c'était vraiment un rêve de gosse. Ouais. Voilà, une fois que je l'ai faite et que je l'ai gagnée, je me rappelle dès que j'ai eu le trophée dans les mains et que c'était un peu l'euphorie autour de moi, moi dans ma tête, je savais que je réenchaînais pas encore une fois sur un autre concours parce que j'avais déjà perdu la petite amie que j'avais à l'époque et mine de rien, j'avais grave morflé. parce que t'avais tellement bossé à cause Parce que j'étais omnibulé par ça, tu vois, et je faisais plus attention à ce qu'il y avait autour de moi. Donc ça m'avait profondément meurtri. Et puis au-delà de ça, je pouvais pas rester 2 ans encore dans une grotte à faire des tartes au chocolat, c'est 2 des ans trucs. de préparation. C'est 2 ans non-stop, ouais. Et c'est un marathon physique aussi. Oui, c'est lutte. Ça, c'est 10 heures de travail, une journée de travail, mais bon, après, tu as des répétitions et tout. Enfin, c'est titanesque comme travail. Et le MOF, c'est encore différent. C'est en général sur une journée et demie, voire 2 jours. Donc, c'est aussi beaucoup de travail. Mais dans le meilleur ouvrier de France, il y a ouvrier. Donc, il faut pas oublier, en fait, on n'est pas des artistes. On est là vraiment pour. On a comment dire, un règlement. On se plie au règlement et on fait tout pour que ça passe, quoi. Et moi, dans ma tête, je voulais développer la pâtisserie parce que dans les années 2000, il y avait des précurseurs qui ont ouvert la brèche, des Christophe Felder qui était chef pâtissier au Crayon, des Pierre Armé, des Philippe Conticini. Il y a plein de grands pâtissiers qui avaient déjà ouvert les portes et qui, on entendait parler de la pâtisserie. Et moi, mon rêve ultime, ça a été, et je m'en cacherai jamais, c'est d'éclairer mon métier et d'éclairer tous les artistes, les artisans qui sont un peu plus dans l'ombre, qu'on parlait pas forcément. Donc très rapidement, j'ai monté ma boîte de conseil, j'ai voulu faire des livres et j'ai voulu faire de la télé, dont j'ai écrit des émissions, dont 2 ont été coécrites par moi. Et puis j'ai développé cette histoire un peu que la pâtisserie était un truc incroyable. Ouais, alors maintenant, je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop, mais c'était nécessaire. Je parle dans les années 2007-2008, il y avait rien, c'était le désert total. Souvent, les gens me disent mais on voit plus à la télé, c'est dommage. En fait, c'est adorable de penser à moi, mais moi, ça m'intéresse pas du tout la télé. Il y a un cap. En fait, tu t'étais investi d'une mission parce que tu savais que c'était bien pour la pâtisserie. Primordial. On était pris pour des rigolos dans un palace parisien. Tu décidais de rien, quoi. Le pâtissier, il était là, il était gentil, il fait ce qu'on lui dit, point barre. Moi, j'ai failli me faire virer 30 fois du Plaza Athénée parce que j'ai pris des risques, parce que je voulais qu'on parle de moi, gna gna gna. Puis j'ai eu la chance d'avoir un super directeur d'hôtel qui s'appelle François Delahaye à l'époque, qui a senti un peu le mec un peu excité au sous de la pâtisserie, là. Donc il dit lui, on va le laisser un peu respirer et faire 2-3 trucs. J'étais aussi un peu en combat parfois face à un Ducasse, qui était un mec, un Ducasse, c'est une légende vivante. Donc c'est toujours imposant, petit branleur de pâtissier, de dire attendez, moi je peux faire ci, je veux faire ça. Ça n'a pas été simple, mais tout doucement, je me suis dans l'adversité, je me suis construit et ça a payé parce que maintenant c'est 2 personnes que j'aime beaucoup. On s'est bien foutu sur la gueule quand même pendant quelques années, mais c'est des mecs que j'apprécie vraiment, qui sont charismatiques et c'était un passage obligé. Ouais. Et à partir de quand tu t'es dit je vais créer ma boîte? Alors, je prends un peu d'eau. Alors déjà dans ma vie, j'avais plusieurs rêves. Je pense que le premier était de gagner la Coupe du Monde de la pâtisserie. Le deuxième que je voulais depuis toujours, c'est d'avoir une magnifique femme avec des enfants en bonne santé, etc. Bon, j'ai encore plus de chance d'avoir atteint ça. Et en fait, avoir une entreprise, mais c'était pas du tout ma came, parce que moi, je suis un artiste dans l'âme, donc avoir une entreprise, des employés, les soucis de la banque, ne plus dormir, toi, c'était pas trop mon truc. Puis j'avais des copains qui le faisaient très bien, qui étaient très doux là-dessus. Moi, je préférais, faire rayonner la pâtisserie à travers mon métier, à travers justement faire mes émissions et mettre un coup de projecteur sur les gens qui étaient moins connus. C'était ça mon truc, faire beaucoup de bouquins, faire avancer la pâtisserie dans la technique, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit que je pouvais plus avancer en fait, je pouvais plus aller beaucoup plus haut
que j'étais dans les années 2008-2009 où j'avais la chance d'être chez Pâtissier au Plaza et en plus j'avais signé un contrat de conseil donc j'étais présent que 2 jours par semaine, Ok. ce qui me laissait beaucoup plus de temps pour faire toutes mes activités donc de conseil. Le conseil, de télé. le conseil, du coup, c'était quoi? C'était faire Alors, des cartes le conseil, c'est créer des cartes pour des hôtels, restaurants, pâtisseries. C'était donner des cours dans des écoles, d'animer des choses à droite à gauche. Voilà, ça c'était la partie conseil. Et puis la partie, parce qu'après j'ai aussi développé une boîte de prod. Donc et après c'était développer la pâtisserie à travers des émissions de télé. Donc on a fait ça step by step. Mais voilà, c'est. Et quand vous avez commencé, du coup, à dire on va faire des émissions sur la pâtisserie, comment ça a été accueilli par l'univers Énorme. Alors avant, il faut savoir que j'avais écrit déjà quelque chose, je savais exactement ce que je voulais, j'aimais beaucoup ce que faisait Julien Drieux. Ouais. J'adore cette fille, j'adore. Elle a une diction incroyable, c'est une vraie très bonne cuisinière en plus, elle ment pas. Puis je sais pas, je trouve qu'elle a une classe folle. Julie, elle peut te parler 10 minutes sans faire une faute de français, d'élocution. Toi, c'est tous. Moi, je incapable de faire ça. Moi, je suis un mec brut, ça part, c'est à 200 à l'heure. Et voilà, elle était impressionnante. Et un jour, je lui dis, écoute, je rencontre sa productrice, Sylvaine Landron, qui est devenue une amie, qui est une fille géniale. Et je lui dis, si un jour vous voulez faire une pastille pâtisserie, moi je suis chaud patate, je vous fais un truc de fou. Hein. Et Sylvaine a senti le truc, elle me dit, bah écoute, pourquoi pas, mais je pense que t'as peut-être la capacité à faire plus qu'une pastille. Et de là, on s'est penchés tous les deux à écrire une histoire qui s'appelait donc sur le titre Le gâteau de mes rêves à l'époque. Et on a essayé de le vendre à Teva à l'époque. Teva faisait partie du groupe M6, donc c'est Studio 89 qui produit Top Chef qui m'avait contacté. Et alors c'est marrant, c'est Florence Duhaillot qui est la big boss là-bas, qui est une fille assez épatante, mais bon, elle m'a pas pris dans le truc du poil. Et puis je sais pas, ce jour-là, je me rappelle, j'étais un peu chaud patate pour un truc, j'étais un peu énervé, et on m'a pris un peu pour un couillon quoi ce jour-là, donc ça m'a pas du tout plu. On m'a dit bon, tu veux faire un truc sur Teva, bon, ce que tu proposes c'est gentil, mais c'est nous qui proposons les émissions, gna gna gna. Et je lui dis bah écoutez, il me proposait deux sujets, donc c'était 2 trucs américains à reprendre qui étaient totalement pourris. Ça m'intéressait pas du tout et j'ai dit écoutez non, ou je fais ce que moi je veux, mais je peux pas me plier, ça m'intéresse pas ce que vous me proposez. Donc c'était un bras de fer qui a finalement marché parce que Teva a accepté de prendre notre concept qu'on appelait donc le gâteau de mes rêves avec Sylvaine et pour la première fois on l'a mis en route, je crois que c'est en 2007 ou 2008. Et j'ai fait ce que je voulais dans cette émission, était fabuleux, parce que je venais chez toi, tu me faisais une charlotte aux fraises, comme ton nom l'indique, je goûtais ta charlotte, je trouvais plutôt pas mal, et je dis, bah, écoute, dans ta cuisine, moi maintenant, je vais faire une charlotte, je vais te trouver, je vais te montrer comment trouver des chemins plus rapides pour la faire, pour faire un truc un peu plus rock'n'roll, etc. Et je présentais un pâtissier, un de mes amis, qui était dans la région et qui réalisait lui aussi une charlotte fraise incroyable. Voilà, c'était le pitch. L'artisan, j'ai adoré. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant. Alors puis en plus c'est pas facile d'être devant la caméra. Ouais. Ça c'est pas. T'as pas d'assurance. Moi j'avais. Il y en a qui adorent ça. Moi je sais que j'adore ça, mais il y a des gens qui détestent. Ouais. Alors maintenant je suis très à l'aise devant un micro, une caméra. Franchement je suis chez moi quoi. Mais ça n'a pas été inné. Hein. Ça a été beaucoup de travail. À cette époque-là, j'avais rencontré Delphine, mon épouse, qui était comédienne à l'époque, donc qui m'a donné plein de conseils très bienveillants et puis qui m'a fait progresser énormément. C'est un vrai sujet, mine de rien. On en parlait avec Camille, donc qui a gagné le meilleur pâtissier, qui s'est retrouvé du jour au lendemain à gagner, à être interviewée dans tous les sens. Enfin, elle était consultante chez Accenture, elle avait jamais eu de média trading, rien, et tu te retrouves à devoir faire quelque chose que t'as jamais fait, et c'est. Tu apprends, comme un enfant qui apprend à marcher. On peut pas tout savoir, donc il faut se jeter un petit peu. Dans le vide, et puis on apprend très vite. Et non, écoute, on a lancé ça, ça a très bien marché. Alors je l'ai fait pendant 2 ans, et la 3e année, je dis non, ce que je voulais ouvrir. En fait, à un moment donné, j'ai pas fini ce que je te disais. Je te disais que en 2009, j'étais presque au top de ce que je pouvais espérer. J'étais chez Pâtissier dans un hôtel, je faisais beaucoup de conseils, j'avais beaucoup de temps pour faire mes émissions télé, etc. J'étais à 200 à l'heure, mais je pouvais pas faire plus. La seule façon d'évoluer différemment était de me mettre à mon compte et d'ouvrir ma propre société et d'ouvrir une pâtisserie comme je le sentais. Sauf qu'à l'époque, il faut le savoir, ça pour tous les auditeurs, parce que tu sais, maintenant via les réseaux sociaux, via les blogueurs, etc., tout le monde raconte des trucs qui sont complètement
qui n'ont rien à voir. Ouvrir une pâtisserie à Paris, alors je parle dans les années 2010, mais même maintenant, c'est très compliqué. Selon l'emplacement, le fonds de commerce, les travaux à faire, etc. Au bas mot, on est entre 600, 800, 1 million d'euros. C'est très, 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 très cher. Moi, j'avais quasiment rien sur mon compte en banque, Delphine non plus. Donc, c'était impossible de faire la pâtisserie du Place Athénée comme je le sentais, ma pâtisserie. Parce que tu as des énormes investissements pour le laboratoire. Ah ben c'était titanesque, et moi j'avais pas d'argent, donc il fallait impérativement que je m'associe à quelqu'un. Et écoute, étonnamment, j'ai jamais voulu, parce que j'avais beaucoup écouté tous mes amis, Vincent Garlet, Pascal Lac, Sébastien Bouillet, qui m'ont tous dit mais non, t'associes pas, parce que il faut rester libre. La plus belle des choses quand t'as une boîte, c'est d'être libre. Et c'est eux qui ont toujours eu raison, en fait. Je les remercie 1000 fois. Et donc, j'ai décidé de rester seul. Et avec Delphine, on s'est dit, bon, bah, on va casser notre tirelire. On va faire un petit emprunt. Et on va faire un truc nouveau. Un peu, moi, je voulais sortir du cadre de la pâtisserie haute couture. Je voulais faire une pâtisserie de la rue, une pâtisserie plus funky, une pâtisserie nomade, un gâteau qui se balade peut-être dans une verrine, un truc qui change tous les jours, qui passe pas par la congélation. Enfin, voilà. J'avais plein d'idées en tête. J'ai brainstormé tout ça et j'ai développé. Donc en 2013, on a tout fait en 2013. On a ouvert la boutique en septembre. Delphine est tombée enceinte en août et on s'est mariés fin août. La 2013. bonne année. Bam, tout en 2013. Et puis voilà. Donc je suis passé. Alors parfois les gens n'ont pas tout compris au début d'une pâtisserie de luxe. Je suis venu à une pâtisserie complètement décomplexée, rock'n'roll, avec un gâteau qui changeait tous les jours. Ça devait être un taf de malade de faire un gâteau tous les jours. Ouais, différents. c'était alors un peu j'ai une chance phénoménale, c'est que j'ai toujours la chance de m'entourer avec des gamins de valeur. À l'époque, il y avait 3 personnes qui ont été vraiment les personnalités qui ont surfé sur ça et qui m'ont épaulé. Il y avait François Dominet, donc qui est chef chez Fauchon. Il y avait Marie Meunier, qui est une très grande pâtissière qui est maintenant à l'île Maurice. Et puis il y avait Yann Mengui, qui est un très grand pâtissier aussi, qui est à la Goutte d'Or, qui est installé. Et avec ces 3 mousquetaires, je me rappellerai toute ma vie, je leur avais expliqué que je voulais faire un gâteau qui s'appelait le Fantastique, qui fait 20 cm de diamètre, qui faisait 3 cm 5 de haut, parce que j'avais mesuré avec un pied à coulisse la hauteur de ma bouche, et je voulais que ce gâteau puisse se couper facilement, voyager facilement, et être mangé en une seule bouchée. Mais sans passer par la congélation. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on fait, on réfléchit la veille, on le met sur le papier, et le lendemain matin, on le fait. C'était comme ça. Plus quelques cosmiques, donc des verrines retwistées avec une tarte citron, Paris-Brest, etc., mais revisitées à ma façon. Et la première fois qu'on a dressé, la première journée où on a ouvert, on a fait ce fameux, j'avais fait je crois un brownie, j'avais mis une marmelade d'orange par-dessus, j'avais fait j'avais poché des boules de crémeux chocolat, et puis je crois qu'on avait mis des éclats de chocolat, enfin bref, du gruyère de cacao caramélisé. Et on l'a dressé comme ça, et on l'a mis, tu sais, dans la boîte. On avait des boîtes fantastiques qui ressemblaient à des boîtes à pizza. Et donc on en a fait 30. On les a rangées. Et je me rappelle, Yann, il m'a regardé, il me fait, waouh, putain, c'est top. Et on se regardait, on disait, on est en train de faire, enfin, on est dans le début de quelque chose. Et c'était très, très excitant. Et je me rappelle que 2 mois plus tard, on regardait les photos. Tout s'est vendu le premier jour, tout s'est vendu. Facile. C'est génial. Pour les ouvertures, il faudrait toujours que ça soit une ouverture. Et on s'était dit, 2 mois plus tard, tiens, on regarde un peu en arrière, tout ça. Et on a revu donc et quand on l'a vu, on s'est marré. C'était tout pourri. En fait, à l'époque, on avait l'impression qu'on avait révolutionné un truc. Parce qu'on était tellement débordant d'énergie, d'amour. Dans ce projet que voilà. Et donc il y avait ça, et il y avait surtout une petite chose que j'ai toujours, une petite salle où j'ai appelé la masterclass, où l'idée c'était de désacraliser la pâtisserie et rendre la pâtisserie plus funky, etc. Donc c'est pas des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont assis comme au restaurant dans un lieu très sympatoche, et c'est le chef qui fait 3 desserts en 3 heures. Devant. On fait tout de A à Z, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à raconter sur l'origine du produit, sur la transformation du produit, sur la façon de travailler et trouver des techniques que j'ai mises au point pour rendre la pâtisserie plus simple, plus fun. En fait, je peux en parler pendant des heures. Il faut que tu viennes. Quand tu viens et tu passes 2-3 heures avec moi ou avec un de mes chefs, tu te dis, ah ouais, c'est quand même une sacrée expérience. Et tous ceux qui sortent de là, en tout cas, c'est moi qui parle, faut mieux les interviewer, je pense que leur vision de la pâtisserie a changé. Et que maintenant ils se disent, mais attends, ça va être vraiment cool de faire des gâteaux à la maison maintenant. Voilà, c'est l'idée que j'avais. Trop bien. Et il y a beaucoup de cas dans les noms de tes gâteaux. Oui, alors il faut savoir qu'avant d'ouvrir, on avait pris des vacances au Brésil avec Delphine.
Et puis j'avais fait le nord-est, hein, tout le nord du pays en voiture. Et donc on roulait. Et moi, comme il y a plusieurs personnes en fait dans mon cerveau. Je lui disais, je voulais être le plus raccord. Donc en fait, à l'époque, mon logo ressemblait à un peu un logo de super-héros, parce que je suis fan de boxe aussi, donc on a pris tous les codes que j'aimais, des super-héros, de la boxe et compagnie. Et je lui dis, voilà, c'est Masterclass avec un K, Michalak avec un K. Eh bien, on va déterminer, toute notre gamme sera avec un K, ou va commencer avec un K, ou va finir avec un K. Donc, on avait les fantastiques, cosmiques, orgasmiques, ludiques, et on a fait 150 noms comme ça partait dans tous les sens. Voilà, j'étais dans une époque où très créatrice. En même temps, je faisais beaucoup de télé à l'époque. Donc voilà, ça a été très très chaud patate encore une fois. Et puis à un moment donné, ça c'est un peu moi, une évolution me disait que il fallait se poser. Et là, j'avais envie parce que ma boîte commençait à faire un peu de chiffres, donc j'aurais le profil que je voulais faire autour d'une pâtisserie un peu plus haute couture, en tout cas revenir un petit peu à ce que je faisais, pouvait se dessiner. Donc j'ai acheté un fonds de commerce dans le Marais et j'ai développé ma première pâtisserie avec et encore une fois, j'avais pas de congélateur, j'avais une toute petite pâtisserie au sous-sol. Je pouvais pas faire ce que je voulais et je voulais développer le gâteau phare de la masterclass qui s'appelait le Cosmique. Le Cosmique, c'est une verrine qui se clipse, qui se ferme. Et à l'intérieur, on revisite le Paris-Brest, la tarte citron, la mousse au chocolat, le riz au lait, mais tout en étant simple, efficace, sans congélation, du produit pur, à peine gélifié, à peine sucré, moins de gras, moins de sucre, etc. Et ça a été un énorme succès à l'époque. Mais encore une fois, ça c'est du grand bibi. 1 an plus tard, je me suis dit, j'avais conçu le seul gâteau que je faisais un peu haute couture, c'était ma religieuse caramel. Il fallait voir, hein, on avait un laboratoire qui était ridicule, hein, on n'avait rien. Et elle était sous cloche parce que je voulais faire des gâteaux sous cloche pour que le goût ne se diffuse pas et pour pas que le gâteau sèche et que le gâteau soit facile à manipuler et que ça soit plutôt joli, sexy dans une petite cloche. Donc j'étais le premier à faire mes gâteaux en 2015 sous cloche. Donc, ce qui veut dire que tous tes gâteaux sont sous cloche, donc en fait ça arrive dans une vitrine et il y a de la cloche de partout. Le truc qui prend bien de place en plus, j'imagine. En plus, mais c'était sexy, joli, efficace. Et puis évidemment 6 mois plus tard, je me dis j'y avais pas pensé, mais au niveau écologie tout ça, il y avait un petit truc qui me dérangeait, des cloches en quoi, en plastique, en PVC. Okay, d'accord. Et sur le coup, j'y avais pas du tout pensé. Hein. Donc pendant 2 ans, on a fait des gâteaux clochers, etc. Et puis à un moment donné, ça m'a tiqué et je me suis dit non, il faut qu'on change. Mais attention, donc ça veut dire tout rechanger, remettre sur carton, gna. Donc on a tout changé. Et c'est vrai que ma vraie fierté, et je suis vraiment quelqu'un qui vit avec son temps, c'est que tu regardes l'origine de mes pâtisseries dans les années 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, il y a rien qui se ressemble. Et ça c'est moi, c'est ma force, c'est mon truc. C'est l'avenir, ma femme m'a fait évoluer dans ma façon de manger. Je suis très sensible à la protection des animaux, enfin aussi à l'environnement. Voilà. Il y a plein de choses où je suis sensible. Là maintenant en 2020, on travaille depuis quelques années avec que des œufs biologiques pour pas maltraiter les poules. On travaille avec des colorants alimentaires naturels issus de légumes ou de fruits. On travaille de plus en plus de produits sans farine de blé parce que moi personnellement ça me plombe en fait quand je mange de la mauvaise farine mal fait, un gâteau mal fait avec la farine. Donc je trouve que ça se digère mieux, c'est plus digeste, c'est plus délicat. Donc de plus en plus je travaille là-dessus. Bon, moins sucré, ça fait 20 ans que je travaille des gâteaux moins sucrés, donc là on est déjà dedans. Mais voilà, cette évolution, elle passait. Et puis je voulais quelque chose j'en avais marre d'entendre c'est joli tes gâteaux, c'est funky, c'est rigolo. Et en fait le mot funky, rigolo, ludique, ça me plaisait pas. Et je me suis dit ok, on va tout arrêter. Maintenant parce que petit à petit, j'ai un laboratoire en plein cœur de Paris où je peux vraiment produire. Eh bien, on s'est dit, on va faire maintenant les choses petit à petit. Quelque part, les choses que je pouvais pas faire en 2009-2010, on va peut-être les mettre en place maintenant 10 ans plus tard parce que je suis autonome, je suis seul avec mon épouse dans ma boîte. C'est une petite boîte artisanale, on a 45 salariés. Parce que tout le monde a l'impression que tu vois il y a Danone et Vittel derrière nous. Non, c'est rien à voir. Surtout pas. Et j'aime le souligner parce que c'est
tu sais, sur la place de Paris, il y a des très très grandes pâtisseries et très très grands professionnels, mais avoir ta propre pâtisserie sans associé, c'est comme courir un marathon en claquettes. Tu ne pars pas préparé pareil, tu n'as pas la chance d'avoir et c'est pas du tout un défaut, hein, d'avoir un financier qui te donne beaucoup plus de moyens et tu peux réfléchir à des choses différentes. Moi, c'est mon affaire, mes collaborateurs sont comme ma famille. Je voulais quelque chose à taille humaine. Alors maintenant, tu me diras, il y en a peut-être un peu trop. On a 4 boutiques à Paris et 4 boutiques au Japon. Et maintenant, tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois, je me projette dans 2 ans. Bah, peut-être que dans 2 ans, je projette de m'acheter un petit truc dans le sud parce que je pense que pour beaucoup de nous tous, le confinement était douloureux. Et puis Paris que j'adore, j'en ai ras-le-bol. Où ça dans le sud? Où ça dans le sud? Dans les Alpilles, voilà, vers Saint-Rémy-de-Provence, tout ça. J'aime beaucoup cette région. Le confinement, moi, a eu raison de ma vie parisienne. Je déménage dans une semaine à Marseille. Ah, bravo. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Il faut qu'il Et moi, je sais que voilà, j'ai envie de verdure. J'ai envie d'aller courir sans m'emmerder sur du goudron. J'ai envie de faire de plus en plus de tennis. Donc, ma vie, je la vois différemment, pardon. Et peut-être qu'au lieu d'avoir 4 boutiques, un gros labo, etc., je me demande que peut-être une jolie boutique, peut-être un peu plus grande, en plein cœur de Paris, et peut-être une boutique dans le sud, ça serait plutôt pas mal. En fait, voilà, j'ai changé ma vision de l'économie, ma vision de la pâtisserie. De façon radicalement changée depuis 2000 à 2020. On ne fait plus rien pareil. Donc voilà, je suis en mouvement. Je vis avec mon temps et je suis pas fermé justement à faire moins de boutiques dans l'avenir peut-être. La qualité ne changera jamais. Mais voilà, j'ai envie d'être heureux. Voilà, tout simplement. Je suis pas à la course d'ouvrir le maximum de boutiques, chose que on aurait pu l'être dans notre métier dans les années 2005-2010 où c'était un peu la course à qui ouvrait le plus. En fait, le chiffre d'affaires, on s'en fout un peu. C'est plutôt la rentabilité qui est le plus au rendez-vous, mais il faut être en phase avec soi-même. Voilà. Moi, je suis très heureux de ce que je fais ici avec mes équipes. Je suis très heureux de mes produits. Après, je suis obsessionnel sur la qualité, le truc, le machin, la façon dont on transporte un gâteau, on va le manger, on va le couper. Je suis obsessionnel sur plein de choses. Après, je me rends compte aussi que alors, j'ouvre beaucoup de parenthèses, je suis désolé, je sais pas si tu as beaucoup de questions, mais là j'en ai répondu à beaucoup. On a tous un goût et un palais différents. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas comme en musique une oreille absolue. Il y a des gens qui vont dire j'aime beaucoup ce gâteau sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans, mais le gâteau va dégager une certaine émotion. Il y a beaucoup de gens qui se disent moi j'aime pas le café donc je mange rien au café. C'est un peu bête de dire ça parce qu'en fait il faut être curieux et moi le premier je m'ouvre à tout. Moi je bois pas beaucoup d'alcool mais dès qu'il faut goûter un truc je suis curieux en fait et c'est ça je pense qui va driver en tout cas ma vision du futur. Et souvent la nouvelle mode des blogueurs, moi il faut savoir qu'en 2008 j'ai créé le premier blog autour de la pâtisserie. Alors le premier, non, c'est prétentieux, mais un des premiers blogs qui s'appelait Passion Gourmande. Donc j'ai tout perdu entre temps parce que c'était sur internet d'un autre âge, etc. Mais l'idée c'était chaque semaine, je prenais un billet de train ou quoi que ce soit, j'allais voir un de mes confrères pâtissiers et je faisais un vrai shooting photo de tous ces produits. C'était toi qui faisais les photos? Je faisais tout. Alors que j'avais une vie un peu rock'n'roll quand même en 2008. Et j'adorais parler de Franck Fresson, mon pote qui est à Metz. Je te parlais de Sébastien Bouillet, Pascal Lac, Vincent Guerlet. Il y en a tellement d'autres. Il y a des mecs bourrés de talent, il y en a partout. J'adorais aller voir Claire Damon, qui est une fille qui est comme ma petite sœur, j'ai travaillé 5 ans avec elle au Plaza, qui a ouvert sa boîte. Enfin, voilà, j'adorais ça et je parlais et je ne disais que des choses positives parce que je suis profondément quelqu'un de bienveillant. Après, si tu me cherches, tu vas t'en prendre une, ça c'est clair. Je suis pas non plus je suis un gentil, mais pas trop non plus. Mais j'aime la bienveillance. T'es un gentil, mais tu te laisses pas faire. Non, mais tout le monde le sait ça. Par contre, ce que je ne supporte pas avec cette pseudo-mode qu'on peut appeler blogueur ou ce que tu veux, c'est un mec qui va acheter un gâteau et qui va se dire tiens, je vais lui mettre une note sur 5 et puis qui défonce les artisans
Et c'est insupportable de voir ça. C'est un manque d'élégance absolue. Déjà, moi, le premier, jamais je vais cracher sur un confrère parce que je sais ce que c'est. Ouvrir sa propre boîte, faire ses propres gâteaux. Alors, c'est sûr, on vient chez moi, je te fais une tarte à la fraise, tac, tac, bim, bim, en 2 secondes. Ça sera la meilleure tarte aux fraises de ta vie parce que je vais la faire. Elle sera cuite à la minute, elle aura une fraîcheur exceptionnelle. Mais après, faire une tarte aux fraises pour 4 boutiques, je prends par exemple mon cas de figure, 4 boutiques avec 45 salariés, donc c'est pas forcément le même qui va faire la tarte aux fraises. On pense au transport, on pense au stockage, etc. Et on pense au client qui va acheter cette tarte, qui va l'emmener chez lui, qui va la manger. Est-ce qu'il va la manger à la bonne température? Est-ce qu'il va la couper comme il faut? Est-ce qu'il va la manger? Parce que moi, je vois des personnes qui mangent des tartes aux fraises. Ils mangent les fraises, ils mangent la crème pâtissière et après, ils mangent la pâte sablée. C'est comme manger une pizza avec la garniture et tu manges la pâte. Chacun a sa façon de manger, chacun fait sa life. Mais les yeux fermés, moi, je passe ma vie depuis plus de 20 ans à faire le tour du monde, à tout goûter, à me remettre en question, à goûter mes gâteaux sans cesse et à goûter les gâteaux de mes confrères sans cesse. Donc, c'est pas un petit blogueur qui a 22 ans qui va me dire « Ah ouais, j'ai goûté ça, ouais, c'est un peu ci, c'est un peu ça. » Mais je trouve ça d'une prétention absolue. Et je lui mets mon pied au cul à ce petit blogueur. Donc, on a bien compris que c'est pas ma cam. J'ai un blog comme ça. Non, je blague. Non, mais c'est pas ma cam. Il y a des blogueurs... moi, j'aime les blogueurs bienveillants. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui sont bienveillants, qui sont réfléchis et qui ont un avis qui est plutôt juste. Mais en même temps... quels sont les critères de sélection, quels sont les critères de notation? Ça me fatigue en fait. Instagram, qui est une appli que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup, me fatigue un petit peu, où tout est paraître. Et moi, j'aime la vraie vie. D'ailleurs, c'est toi qui fais ton propre community management? Ouais. C'est beau, ça, c'est fou. Jamais de la vie, on aura quelqu'un qui s'occupera de ça. C'est ma femme maintenant qui gère la com aussi de ma boîte. Et justement, du coup, par rapport à ta femme, comment ça s'est passé quand vous vous êtes dit on va bosser ensemble? Parce que... Alors au début, on n'a pas dit ça. Et on a cassé nos 2 tirelires pour développer la masterclass. Elle est venue pour nous aider au début. Donc elle est comédienne à la base. Complètement, rien à voir dans le schmilblick. Et en fait, assez rapidement, elle faisait un peu les deux. C'est-à-dire qu'elle vient nous aider. On lui demandait son avis sur plein de choses. Et puis, elle faisait aussi des tournages, etc. Et puis à un moment donné, on sentait que c'était faire un peu l'un, faire un peu l'autre. C'était un peu délicat. Et ça, c'est encore du grand bibi. Elle m'a posé la question, elle dit oui, je sais pas trop, je sais pas si je dois être une jambe à l'intérieur, une jambe dehors, c'est un peu compliqué, etc. J'ai coupé court, problème égal, solution. J'ai dit maintenant tu auras les 2 pieds chez toi. On a tout revu, elle a une part de la société. C'est ma seule associée dans la boîte. Elle s'occupe de toute la com. Ma femme s'est mise à la photo. Pour l'occasion ou à la base? Non, elle adorait ça. Donc je l'ai tâté un peu. Je lui ai dit écoute, parce que nous on travaille déjà avec des très grands photographes. C'est un vrai. Moi j'ai travaillé un peu dans l'univers de la restauration il y a longtemps et c'est un vrai boulot de faire des photos de culinaire. C'est un vrai taf. Sauf que les gens souvent, ça dépend quel photographe tu as, il y a plein de gens talentueux, mais moi je suis un peu Speedy Gonzalez, c'est-à-dire que le plat il prend beaucoup de temps, et la photo il faut qu'elle prenne 10 fois moins de temps. Voilà, c'est comme ça va vite. Alors c'est pas facile pour Delphine parce que je mets toujours un peu de pression à ce niveau-là, mais c'est devenu la meilleure photographe au monde, de la plus grande efficacité ever. Là on a shooté notre gamme de Noël pas plus tard qu'hier. La gamme de Noël? Ouais, toute la gamme de Noël. Ça a pris une après-midi. Il y avait Delphine. On avait Bayoro qui est un peu son assistant, qui est notre responsable web, et qui est génial, qui l'a un peu aidé. Moi et mon chef derrière à faire les produits. Voilà. 4 personnes, 4 heures, et on a fait, 25 photos. Bim, bim, bim. Comment ça se fait que tu fasses, là on est le 2 juillet je crois, que tu shootes Noël maintenant? C'est normal parce que en fait il faut tout préparer en amont dans ce métier. C'est pas une carte de restaurant que tu fais 3 jours avant et tu l'imprimes et tu y vas. Il faut réfléchir à la bûche, il faut pouvoir la communiquer, il faut pouvoir faire la fiche technique pour savoir à quel prix on va la vendre.
combien elle va peser, enfin voilà, tout c'est faire un catalogue de Noël qui va être imprimé, édité, et on va commencer à le distribuer fin octobre. Okay. Donc tout ça, c'est un travail qui demande plus de 6 mois de travail. Alors il y a ça, il y a les galettes. Quand je reviens en septembre, en général, je travaille tout de suite sur la Saint-Valentin, mais ça veut dire que là, cet été, pendant mes vacances, j'ai un bout de Saint-Valentin dans ma tête et je travaille, je réfléchis à tout ça. Il faut, et ça c'est un prix et un coût titanesque, il faut réfléchir à toutes les boîtes, les sacs, les anti, les papiers qui font pas déraper le gâteau. Ça a l'air de rien comme ça. Mais si tu ouvres ta boîte et tu ouvres ta boutique et t'as oublié d'avoir tes sacs, etc., bah, tu les mets où tes gâteaux? Donc là, tout ça, c'est compliqué. Là, je vais te faire peur 2 secondes. J'ai vu la commande là, qu'on va passer. On en a pour 45 000 € de boîtes. De packaging, ouais. Packaging. Ouais. Et moi, là, je suis très en colère sur plein de choses parce que déjà, je veux plus travailler avec la Chine là, depuis plusieurs mois. Donc, depuis de nombreuses années, on fait le packaging en France. Mais je veux aller encore plus loin. Je veux utiliser un packaging, quelque chose réutilisable. Et si tu veux, le virage, je le prends pas à 600 mètres en avant. Je le prends tout de suite. Action-réaction. Ouais, action-réaction. Problème-solution. Et comme je disais à Delphine, je ne comprends pas pourquoi, lorsque je vais à la pharmacie, je prends quelques médicaments, je demande un sac en plastique, parce qu'il y a des sacs en plastique, et qu'on fasse payer 20 centimes le sac en plastique. On me fait payer le sac partout. Je vais chez l'épicier du coin, je vais à Monoprix, je vais à la grande épicerie, on me fait payer le sac. Et nous, tu viens dans une pâtisserie, boulangerie, t'as des sacs de sucre, du sac, de machin, des boîtes, et on paye pas, quoi. Donc je préfère proposer dans l'avenir un produit moins cher, mais avec un sac où tu viens avec ton top bag, où tu viens avec un sac, ça je te dis ça, mais c'est le rêve que je voudrais de demain, un sac que je vais te facturer, mais que je te facture au prix où je l'achète. On gagne pas notre vie sur des sacs, hein, puis on s'en fout un peu. Hein. Mais parce que pour moi, c'est prendre conscience de tout ça. Comme je prends conscience de trier mes poubelles depuis longtemps, comme je prends conscience d'être en vélo depuis plus de 5 ans à Paris, voilà, je prends conscience que si tout le monde fait un petit effort, eh bien peut-être que la planète se porterait un peu mieux. Ouais. J'ai interviewé Hortense Aran qui a lancé un peu, ça s'appelle Fleur d'ici. C'est le Interflora éco-responsable. Et en fait, elle dit, en gros, manger des fraises à Noël, ça choque tout le monde maintenant, enfin en tout cas beaucoup de monde. Mais offrir des roses à la Saint-Valentin, ça choque personne. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, elle a monté une boîte qui cartonne et c'est hyper intéressant, sachant qu'elle, à la base, son premier métier, c'était qu'elle était à la BBC reporter de guerre. D'accord, effectivement. Ouais, mais après ça, tu prends tout à la rigolade. Hein. C'est ça. Mais ouais, un vrai sujet de se dire que il faut que les choses changent. Et là, son ambition, donc à la base, c'était de changer l'univers de la fleur au niveau français. Et maintenant, elle veut changer le commerce mondial pour faire en sorte que les producteurs se rapprochent des ceux qui vendent, qui fabriquent et tout. Non, mais c'est tellement important. Après, tu sais, moi, j'ai 25 concepts dans ma tête autour de la pâtisserie, de la cuisine, de la glace ou du pain. Le vrai problème, il faut que tout le monde le sache, c'est que quand tu montes quelque chose, ça coûte tellement d'argent qu'à un moment donné, la priorité pour toi, c'est de rembourser les banques et de payer tes employés avant de te payer toi-même. Il faut savoir que n'importe quel artisan qui ouvre, les 2, 3, peut-être même 5 premières années, tu ne te payes pas. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de respect pour les paysans, les paysans, je me comprends, les agriculteurs. Putain, les mecs, ils ont rien. J'ai fait ma 3e, j'ai fait dans une classe. Il y avait 4e, 3e et c'était pour préparer un BTS agriculture. Okay. Donc en fait, je connais un peu la dureté de ce milieu. Putain, il faut respecter les gens qui travaillent la terre. C'est la base, quoi. C'est la base. C'est clair. Ouais, c'est le respect. Et si le petit Christophe de 6 ans te voyait, qu'est-ce qu'il te dirait, tu penses, aujourd'hui? Oh, ça c'est. Je voudrais bien cette vie-là. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Si je prends l'âge de mon fils qui a 6 ans, et tous les rêves que j'ai eus, alors 6 ans, t'es trop jeune encore, mais tous les rêves que j'ai eus lorsque j'étais adolescent, je pense que j'ai coché pas mal de cases. Et en fait, je pense que la priorité absolue dans la vie, c'est d'être heureux. Et moi, mon équilibre, et j'en parle tous les jours, mon équilibre, il est dans ma famille, il est avec mes employés, il est dans la qualité de mes produits, dans ma créativité aussi que je peux un peu
nourrir, parce que si je m'écoute, je change 10 gâteaux dans la journée, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a l'équilibre de vie, d'être heureux, quoi, d'être bien dans ses baskets. Et toi, moi qui suis compétiteur, pas forcément, il n'y a pas de numéro 1, en fait. Ça me fatigue quand j'entends ça. Ouais, allez, numéro 1. Il n'y a pas de numéro 1. Il y a des gens qui font peut-être partie d'une certaine élite parce que ils tirent le métier, ils le tirent vers le haut et ce qu'ils font, c'est fabuleux. Ouais. Mais voilà, tu peux être très heureux en ayant une seule boutique dans un petit village. Si. Enfin voilà, chacun a la life qu'il veut, quoi. Ouais. Oui, de toute façon, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression. En effet, t'as des gens, ouais, c'est. Moi, par contre, ce que je n'aime pas, c'est la condescendance. C'est-à-dire que quelqu'un qui me snob, lui, je vais le défoncer. Qui que ce soit, à n'importe quel poste et hiérarchie dans la vie, je le défonce. Je déteste ça. Et quelqu'un qui est condescendant et qui manque de respect à mes collaborateurs, je le défonce 2 fois plus. Ouais. Je supporte pas ça, quoi. Et par rapport à l'entrepreneuriat, il y a une question qui me vient. Tu t'es fait conseiller parce que bon bah voilà, enfin même si on devient entrepreneur, on apprend, mais bon il y a quand même des trucs au niveau financier, tout ça. Ouais, comment c'est flippant, hein. Ouais. Oui, je me suis fait conseiller, très souvent très mal conseillé. Je pense que les conseillers sont pas les payeurs, comme on dit. Mais je pense qu'il faut parfois il faut se faire mal conseiller. Il faut aller un peu dans le mur pour comprendre ce qu'il faut vraiment faire. C'est comme quand tu fais un gâteau, faut pas avoir peur, je le dis tous les jours, de faire une merde. Parce que t'as compris que le montage des blancs, là tu t'es planté, mais maintenant t'as compris. Que la cuisson du four, tu fais attention à la température, au temps, etc. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Et une entreprise, c'est comme faire un gâteau. Tu vas pas faire le gâteau le meilleur du monde et le plus parfait, là, comme ça, one shot. Il va falloir que tu tâtes, Et c'est un apprentissage nécessaire. Ouais, voilà. Ouais, t'apprends en faisant. Complètement. Ouais. Mais, toi, maintenant, avec du recul, j'écoute personne. Et j'en rencontre des cocos, des mecs, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu sais quoi, mec, vas-y, montre-moi. Tu vas te planter dans quelques années, tu vas te planter. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Il faut faire... Et j'en rencontre, je te dis ça, mais j'en rencontre. Et je fais aussi encore du conseil pour 2-3 entreprises. Et voilà, moi, c'est mon métier. Je le vis depuis 20 ans. Si je sais bien ce qui marche pas, ce que les consommateurs aiment, n'aiment pas, je suis un peu placé pour le savoir, hein. Ouais. Et aujourd'hui, comment ta maman, elle vit tout ça, ta notoriété je pense qu'elle est très heureuse, déjà avec son petit-fils et son fiston, voilà. Puis j'aime beaucoup la remercier, ma maman, parce que c'est important, puisqu'un jour ou l'autre on n'aura plus de parents, donc c'est primordial. Et quelque part, tu sais, tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu acter, je lui dédie à chaque fois. Et je trouve que c'est le meilleur remerciement, parce que quand on est môme, mon fils de 6 ans, donc je sais de quoi je parle, tu te plies en 4 pour tes gosses, quoi. Ouais. Moi, je fais tout pour mon gosse, quoi. Mais par contre, je lui explique bien que quoi qu'il fasse, il choisira ce qu'il veut, je l'aiderai toujours. Avec sa mère, on a le même... on est très raccord là-dessus, mais par contre, t'as intérêt de le faire très bien. Ouais. Parce que le truc à peu près, c'est pas possible chez nous. Ouais. Et qui dit choix dit renoncement. Quels sont les tiens? Renoncement? Ouais. Il y a alors, à cette question, il y a des gens qui disent mais non, moi j'ai aucun renoncement. Il y a des gens qui disent bah oui, je renonce à ça. C'est étonnant comme question, ouais. Écoute, non, j'ai pas de renoncement particulier. Par contre, le travail, c'est aussi, parce que je travaille aussi avec mon épouse, donc c'est un peu un travail en couple et avec les collaborateurs. Je veux dire, moi, j'aime pas, et j'ai trop vécu ça quand j'étais jeune apprenti, d'avoir une sorte de maître Jedi, tu sais, qui te coupe la tête sans arrêt et qui te défonce pour un oui ou pour un non. Donc, je déteste ça. Donc, je fais très attention quand je parle à mes équipes. Attention, je peux être très rock'n'roll. Parce que moi j'ai une pression énorme, Moi 3 fois par semaine je fais des insomnies, être entrepreneur, c'est pas rigolo tous les jours non plus. Mais renoncement non. Je pense que ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est d'écrire quelque chose sur une feuille de papier et de l'atteindre. Ouais. Voilà. Par contre, dans un couple où voilà, tu fermes un peu plus ta gueule, tu fais un peu plus attention, tu essayes de t'écouter un peu moins. Voilà, ça, je pense que c'est c'est nécessaire de s'écouter un peu moins. Il y en a où on va leur dire faut s'écouter un peu plus, mais ça dépend, je crois, des personnalités. Complètement. Ouais. Pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans l'entreprise ou dans ma vie? Dans ta vie.
pense que c'est tous mes problèmes de cœur, mes problèmes d'amour, tout ça. C'est pour ça que j'ai une femme parfaite et je suis très heureux, etc. Et j'arrose ma femme comme une rose au soleil tous les jours pour en prendre soin, parce que je sais que quand ça s'arrête, ça fait un peu mal. Ouais. Une femme, c'est dans les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Ouais, je l'ai lu aussi. Il était en pièce de théâtre, pas très loin d'ici, ouais. Et il disait, c'est une femme, c'est un jardin, il faut l'arroser. Mais pas qu'au printemps, était toujours en toute l'année. Exactement. Et c'est pas parce que tu lui offres un voyage aux Maldives qu'elle t'a coché tous les points pour toute l'année. Il faut continuer chaque jour. Ouais. Non, on dit différent. C'est pour ça que et encore, je comprends pas tous les codes, hein, mais je fais très attention à ça. On est tous différents. Ouais. C'est-à-dire que ma voix, ma vision n'est pas forcément la bonne. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui ? De ma vie de famille, je pense. Je sais pas. En fait, je devrais pas répondre à ça. C'est les autres, c'est ceux qui me connaissent qui devraient répondre à ça. C'est très prétentieux de dire de quoi t'es le plus fier. Je sais pas. Moi, je suis fier tous les jours. Je suis fier de chaque jour qui passe. Je suis fier des gâteaux. Je suis fier de mes collaborateurs. Je suis fier de mon fils, de mon beau-fils, de ma femme. Moi, je suis un mec facile. Si tu croises quelqu'un aujourd'hui qui te dit, mais en fait, t'as réussi, t'as les cas de la chance, qu'est-ce que t'as envie de lui répondre ? Alors, la chance, c'est quand t'es assis et que t'attends qu'on te fasse un chèque d'un million ou 10 millions de dollars. Ça, c'est la chance. Voilà. La chance, ça n'existe pas. Il y a un facteur chance, peut-être, mais il faut le provoquer. Et pour le provoquer, il faut travailler. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que t'aurais aimé qu'on te donne et du coup, tu voudrais donner ? Un conseil que j'aurais voulu ? Non, je pense que ma famille, mes oncles et tantes et ma maman m'ont inculqué tout ce qu'il fallait savoir. Ouais, les pieds sur terre. Ouais. C'est quoi tes prochains défis, du coup, là, maintenant ? Eh bien, écoute, après tout ce qui s'est passé, c'est déjà sortir de cette crise qui est quand même mondiale, faire en sorte le plus vite possible que ma boîte retrouve les journées d'avant. Parce que les masterclass, du coup, j'imagine que là... tout est mort jusqu'à fin septembre, facile. Donc, non, l'idée, c'est de reprendre une vitesse de croisière, on va dire. Et puis, encore une fois, moi, j'ai 46 ans, donc je vois plus la vie comme j'avais 36 ans ou 26 ans. J'ai envie de plus de douceur, j'ai envie de soleil, j'ai envie de... c'est pas pour autant que j'ai envie de glander sur un Mac, parce que je suis un peu... t'as pu comprendre que il faut que ça bouge un peu quand même. Mais et puis c'est marrant parce que plus je vieillis, plus je deviens curieux. Et plus toi par exemple moi qui suis nul en bricolage, je vais sur un chantier, je pose des questions. Voilà, j'ai un besoin de plus en plus d'apprendre, de savoir. Voilà, c'est ça que on va dire ma vie de demain, ça serait de m'améliorer. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu aimerais passer le relais derrière ce micro ? Futur invité que tu auras, il y a plein de gens talentueux, puis tout le monde a des choses incroyables à dire et tout le monde a des vies incroyables. Je pense que c'est ce qui me faisait rêver moi quand j'allais au cinéma ou quand j'étais à la télé, quand j'étais môme, tu n'avais pas de thunes, donc tu regardes des mecs qui ont une ascension fulgurante, que ça soit un acteur, que ça soit et moi je trouve que ça fait rêver ça. Et il faut toujours faire rêver les gamins. Pour avoir toi-même le déclic et pouvoir faire quelque chose de ta life. Ouais. Et toi, tu disais Agassi, ça a été un modèle. T'as eu d'autres modèles ou t'en as toujours d'ailleurs? J'en ai plein dans le monde du sport, toi. Tous ceux qui... En fait, j'aime les mecs bienveillants quand même. T'as des mecs qui ont réussi mais qui sont des sales cons, donc c'est très particulier. Toi, Mohamed Ali, moi je trouve que c'était un type fabuleux, qui était un sale con apparemment dans la vie de tous les jours, mais dans le monde du sport et de ce qu'il a fait, son intelligence sur le ring a été incroyable. Agassi, bienveillance ultime, qui a fait de son sport et de ce qu'il a gagné, en tout cas, il a légué beaucoup de choses aux autres. Donc on parle souvent des sportifs, mais après il y a plein d'hommes d'affaires ou d'hommes politiques aussi qui ont œuvré et qui ont fait beaucoup de choses. En fait, si je devais retenir tout ça, je pense que ce qui m'émeut le plus maintenant, c'est les gens qui donnent un peu de ce qu'ils sont à travers les autres. Voilà. Ouais. Parce que en fait, réussir, si tu donnes pas derrière, franchement, on s'en branle. Ouais. Il y a pas trop d'intérêt. C'est comme si tu as des enfants, mais tu les éduques mal ou tu t'en occupes pas, ça sert à quoi finalement? Donc si on a un peu de notoriété, si on peut conseiller, c'est que du bénéfice pour moi. C'est que c'est juste tu rends la balle. Ce que j'explique souvent,
c'est qu'il y a eu des précurseurs dans mon métier, des Gaston Lenôtre, des Pierre Hermé, des Michel Guérard et plein d'autres. Hein. Et tous ces gens-là ont apporté quelque chose dans mon métier. Donc j'espère qu'on parlera de moi comme ça plus tard. Et je veux pas m'arrêter là, tu vois. Il y a encore plein de choses à faire. Souvent, dans les médias, tu sais, ils sont toujours à la recherche d'une nouveau jeune qui monte. Ouais. Mais il y en aura toujours. Tous les ans, il y a un mec épatant, même plusieurs, qui sort du lot. Mais il faut voir surtout une carrière sur du long terme. Ouais, c'est un marathon et pas un sprint. Ah ben complètement. Ouais. Et pour toi, ça a été quoi tes plus grandes peurs dans tout ton parcours Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit je vais pas y arriver Non. Non, j'ai peur de sauter dans le vide. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que tu ne feras jamais faire. Mais après, dans mon parcours, non, j'ai toujours eu cette putain de niaque. Je sais pas, ça me cheville au corps. Ça me pousse, quoi. J'aime ça, quoi. Ouais. J'aime ça. Mais c'est comme je sors dans la rue, il y a un mec qui tape sa femme et tout le monde, personne n'ose bouger, tout ça. Mais moi, je traverse la rue et le mec, je le prends par le callback et je le dégage. Ouais. Si tout le monde bougeait un peu ses fesses et si tout le monde participait un petit peu, alors attention, je suis loin d'être parfait, mais si tout le monde avait un peu cette civilité, ce côté civique un peu plus accentué, on arrêterait de pleurer, on arrêterait de pointer les autres du doigt en disant que c'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Ouais. Ça m'énerve un peu. Ouais, faut être maître de ton destin aussi, quoi. Ah ouais, faut s'entraider un petit peu, quoi. Ouais. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Je vais dire merci à ma petite maman qui a tout fait pour moi, qui est une grand-mère magnifique et qui est une maman géniale, quoi. Voilà, à qui je dois beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour notre deuxième rendez-vous de En chemin avec Nathalie Edlinger. Pour toute question, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'écrire à charlotte@pourquoipasmoi.co. Je vous souhaite une bonne rentrée.